Émilie poussa la porte de l'infirmerie universitaire avec une douleur lancinante à la poitrine. Son cœur battant la chamade non seulement à cause de la crise d'asthme qui l'étouffait, mais aussi parce qu'elle savait que ce moment pouvait tout changer. Le docteur Moreau, un homme d'une cinquantaine d'années au regard froid et aux lèvres pincées, leva les yeux de son dossier et fronça les sourcils en la reconnaissant. Il avait entendu les rumeurs sur sa relation avec Sophie, et son expression se durcit instantanément. « Je ne traite pas les gens comme vous », lâcha-t-il d'une voix tranchante, refusant même de l'examiner, la laissant haletante sur le seuil, ce qui déclencha une chaîne d'événements qui allait ébranler l'ensemble de l'établissement. Émilie, encore sous le choc, sortit son téléphone d'une main tremblante et appela Sophie, sa voix brisée par les sanglots et la difficulté à respirer. Sophie, qui travaillait dans un atelier d'art à Montmartre, lâcha tout et se précipita vers l'université Paris-Descartes, où Émilie étudiait la médecine. En chemin, elle imaginait le pire. Émilie avait déjà fait face à des murmures discriminants dans les couloirs. Mais un refus de soins directs? C'était impensable dans une institution censée former les futurs sauveurs de vie. À son arrivée, Sophie trouva Émilie assise sur un banc dehors, inhalateur à la main, le visage pâle et les yeux rougis. « Il m'a dit que je n'étais pas digne d'être soignée. À cause de nous ?» murmura Émilie, serrant Sophie dans ses bras. Cette étreinte, habituellement source de réconfort, semblait maintenant lourde de conséquences imprévues. Sophie, avec son tempérament fougueux forgé par des années de lutte contre les préjugés en tant qu'artiste ouvertement lesbienne, sentit la rage monter. On ne peut pas laisser passer ça. Appelle ton père. Émilie hésita. Son père, le doyen de la faculté de médecine, était un homme rigide, ancré dans des valeurs traditionnelles. Il savait pour sa relation avec Sophie, mais il n'en parlait jamais ouvertement. C'était un sujet tabou, enfoui sous des couches de non-dits familiaux. Pourtant, la douleur physique et l'humiliation morale la poussèrent à composer le numéro. « Papa, j'ai besoin de toi », dit-elle simplement. Et le doyen, alerté par le ton désespéré de sa fille, annula ses réunions pour la rejoindre. En attendant, Sophie et Émilie se réfugièrent dans un café voisin, où la conversation tourna rapidement vers leurs peurs les plus profondes. Émilie, issue d'une famille bourgeoise de la banlieue parisienne, avait toujours excellé en études, mais sa découverte de son orientation sexuelle à l'adolescence avait créé un fossé avec ses parents. Sa mère, une femme au foyer pieuse, priait en secret pour que ce soit une phase passagère. Son père, ambitieux et conservateur, voyait en elle l'héritière de sa carrière académique, mais refusait d'accepter que sa fille aime une femme. Sophie, au contraire, venait d'un milieu plus libéral, avec des parents artistes qui l'avaient encouragée à être elle-même. Leur relation, née lors d'une exposition d'art où Émilie avait été invitée par une amie, était un havre de paix au milieu du chaos. Mais elle mettait constamment Émilie en conflit avec son monde. « Et si ça empire tout ?» demanda Émilie, les larmes coulant sur ses joues. Sophie lui prit la main. « On n'a pas le choix. C'est pour nous. Et pour toutes les autres qui viendront après. » Le doyen arriva enfin, son costume impeccable contrastant avec le désarroi de sa fille. Il écouta le récit, son visage impassible masquant une tempête intérieure. En tant que doyen, il avait promu des politiques d'inclusion, mais en privé,
Il luttait avec ses propres préjugés. Voir Émilie souffrir ainsi le força à confronter ses démons. « Je vais m'en occuper », dit-il d'une voix ferme. Mais Émilie perçut une hésitation. Ils retournèrent ensemble à l'infirmerie. Le docteur Moreau, surpris de voir le doyen, balbutia des excuses maladroites, invoquant un malentendu. Mais Émilie, galvanisée par le soutien inattendu de son père, explosa. « Ce n'était pas un malentendu. Vous m'avez refusé à cause de qui j'aime. » Le doyen, face à cette confrontation, prit une décision radicale. Au lieu de réprimander simplement le médecin, il annonça qu'il autorisait une enquête immédiate sur tout le personnel médical de l'université, suspectant que ce biais n'était pas isolé. Des heures plus tard, dans une réunion d'urgence, il révéla des plaintes antérieures similaires, et sous la pression d'Émilie, qui insista pour une purge totale, il accepta de la laisser superviser les licenciements. Ce fut le début d'une onde de choc qui allait secouer non seulement l'université, mais aussi la vie personnelle d'Émilie. Le soir même, chez elle dans un petit appartement du Marais, Émilie et Sophie se disputèrent pour la première fois sérieusement. Sophie accusait Émilie d'avoir été trop passive par le passé, tandis qu'Émilie reprochait à Sophie de la pousser vers des confrontations qu'elle n'était pas prête à affronter. « Tu ne comprends pas la pression que je subis. Mon père pourrait me renier », cria Émilie. Sophie, blessée, répondit, « Et moi ? Je subis quoi ? Je t'aime. Mais je ne peux pas vivre cachée éternellement. » Cette nuit-là, elles dormirent dos à dos, le silence pesant comme une trahison naissante. Le lendemain, l'enquête révéla des emails discriminants échangés entre plusieurs membres du personnel, y compris des infirmières qui avaient ri des rumeurs sur Émilie. Le doyen, forcé par sa propre intégrité professionnelle, licencia 5 personnes sur le champ, dont le docteur Moreau. Mais cette victoire eut un prix, des collègues d'Émilie commencèrent à la regarder de travers, la qualifiant de « fille à papa », qui abusait de son pouvoir. Émilie se sentit isolée, questionnant si elle avait fait le bon choix. Sophie, de son côté, reçut des messages de soutien de la communauté LGBT parisienne, ce qui l'encouragea à organiser une manifestation devant l'université. Émilie, terrifiée par l'exposition publique, refusa d'y participer, creusant davantage le fossé entre elles. Au milieu de ce tumulte, Émilie reçut un appel de sa mère, qui pleurait au téléphone. « Ton père est furieux contre toi. Il dit que tu détruis sa réputation. » Émilie raccrocha, le cœur brisé, réalisant que sa quête de justice mettait en péril les liens familiaux qu'elle chérissait encore. Pourtant, elle persévéra, assistant à chaque entretien de licenciement, affrontant les regards haineux et les plaidoyers pathétiques. Chaque décision la hantait. Était-ce de la vengeance ou de la justice ? Le soir, rentrant chez elle, elle trouva Sophie en train de paquer ses affaires. « Je ne peux plus. Émilie. Tu choisis ta famille plutôt que nous. » Les mots frappèrent comme un coup de poignard. Émilie supplia, promettant de changer. Mais Sophie partit, laissant un vide abyssal. Seule dans l'appartement, Émilie s'effondra, regrettant d'avoir ouvert cette boîte de Pandore. Mais au fond d'elle, une étincelle de réveil naissait, peut-être que cette douleur était le prix de la liberté. Les jours suivants furent un tourbillon de rumeurs et de médias. Un article dans Le Monde exposa l'affaire,
faisant d'Émilie une figure controversée. Certains la saluaient comme une héroïne. D'autres l'accusaient de népotisme. Son père, sous pression, lui demanda de se retirer. Mais elle refusa, déterminée à aller jusqu'au bout. Sophie, de son côté, logeait chez une amie et participait activement à des forums en ligne, défendant leur cause mais critiquant en privé la timidité d'Émilie. Une réconciliation semblait impossible, jusqu'à ce qu'une nouvelle crise survienne. Émilie se réveilla en sueur, hantée par un cauchemar où elle perdait tout, Sophie, sa famille, sa carrière. La réalité n'était guère meilleure. L'université bouillonnait de tensions, avec des étudiants divisés en camps. Certains organisaient des pétitions pour soutenir les licenciés, arguant que le doyen avait outrepassé ses droits sous l'influence de sa fille. D'autres, inspirés par l'affaire, partageaient leurs propres histoires de discrimination. Émilie, au centre de cette tempête, évitait les couloirs, se réfugiant dans ses cours en ligne. Mais l'isolement amplifiait ses doutes intérieurs. Était-elle vraiment lesbienne par choix? Ou avait-elle été influencée par Sophie? Ces questions, refoulées depuis des années, ressurgissaient avec violence. Elle se rappelait son adolescence à Versailles, où les attentes familiales l'avaient poussée vers la perfection, bonnes notes, amis convenables, futur mari idéal. Rencontrer Sophie avait été une révélation. Un amour pur et intense. Mais maintenant, cela semblait un fardeau. Un après-midi, elle croisa son père dans son bureau. Il avait vieilli en quelques jours, les traits tirés par le stress. Émilie, nous devons parler. Il avoua ses propres luttes, élevé dans une famille catholique stricte. Il avait toujours vu l'homosexualité comme un péché. Mais voir sa fille souffrir l'avait ébranlé. Je t'aime. Mais je ne sais pas comment accepter ça. Pour la première fois, ils eurent une conversation honnête, larmes à l'appui. Émilie lui raconta comment elle s'était sentie invisible, forcée à cacher son identité pour ne pas le décevoir. Le doyen promit d'essayer, mais demanda en retour qu'elle modère ses actions. Licencier tout le monde? C'est extrême. Émilie, déchirée, accepta un compromis, seuls les coupables directs seraient punis. Mais une formation obligatoire sur l'inclusion serait imposée. Ce choix la soulagea partiellement. Mais elle savait que Sophie n'approuverait pas. Sophie, de son côté, vivait un tourment similaire. Chez son amie à Belleville, elle peignait frénétiquement, transformant sa douleur en art abstrait aux couleurs vives et tourmentées. Elle regrettait d'avoir poussé Émilie si fort, réalisant que son propre militantisme avait ignoré les peurs légitimes de sa partenaire. Un soir, elle envoya un message, « Je t'aime toujours. Parlons. » Mais Émilie, encore blessée, ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle affronta une nouvelle confrontation, une infirmière licenciée. Madame Leclerc l'attendit à la sortie de l'université. « Vous avez ruiné ma vie, pourquoi ? » « Une petite amourette » cria-t-elle, attirant les regards. Émilie, tremblante, répliqua, « Ce n'était pas une amourette. C'était du refus de soins basé sur la haine. » L'échange dégénéra en dispute publique, filmé par des étudiants et posté en ligne. Soudain, Émilie devint virale,
Symbole d'une génération luttant contre l'homophobie institutionnelle. Sophie vit la vidéo et, touchée par le courage d'Émilie, décida de revenir. Elles se retrouvèrent dans un parc du Luxembourg, sous un ciel gris parisien. J'ai eu tort de partir, admit Sophie, les yeux baissés. Émilie, émue, l'embrassa, mais avertie, ça ne sera pas facile. Ma famille. La société. Leur réconciliation fut douce amère, marquée par la promesse de communiquer mieux. Pourtant, le lendemain apporta une trahison inattendue. Le doyen, sous pression des donateurs conservateurs, annula la formation sur l'inclusion et réintégra discrètement 2 employés. Émilie l'apprit par un email anonyme et se sentit trahie au plus profond. Confrontant son père, elle hurla, « Tu m'as utilisé pour sauver les apparences. » Il défendit sa décision comme pragmatique, pour préserver l'université. Ce fut la goutte d'eau, Émilie quitta la maison familiale, coupant les ponts temporairement. Sophie la soutint, mais leur relation en pâtit, avec des disputes sur la loyauté. Émilie commença à douter de tout, était-ce valable de sacrifier sa famille pour une cause? Sophie, sentant la fragilité, organisa une rencontre avec un groupe de soutien LGBT, où Émilie entendit des histoires similaires, renforçant sa détermination. Mais le coût émotionnel était élevé, elle perdit du poids, dormit mal, et ses notes chutèrent. Une nuit, seule pendant que Sophie était à une expo, elle envisagea de tout abandonner, de nier son orientation pour regagner la paix. Mais un appel de Sophie la ramena à la raison, on est plus forte ensemble. Le climax approchait avec une audience publique organisée par l'université pour discuter de l'affaire. Émilie y témoigna, exposant ses peurs et ses espoirs, face à un public hostile et solidaire. Son père, présent, fut forcé d'écouter, et pour la première fois, il prit la parole en sa faveur, admettant ses erreurs. Ce moment de vulnérabilité familiale toucha l'assistance, menant à un vote pour des réformes réelles. Pourtant, Émilie paya cher, des menaces anonymes arrivèrent, la forçant à changer de numéro. Sophie, protectrice, insista pour qu'elle déménage, mais Émilie refusa, voulant affronter. Leur amour, testé par le feu, émergea plus résili, mais marqué par des cicatrices. Au fil des semaines, Émilie reconstruisit sa vie, aidée par de nouveaux amis de la communauté. Elle excella à nouveau en études, transformant sa douleur en motivation pour devenir une médecin inclusive. Sophie vendit des toiles inspirées de leur histoire, gagnant reconnaissance. Mais la réconciliation avec la famille resta précaire, sa mère envoya des lettres pleines de regrets. Mais le doyen gardait une distance professionnelle. Émilie apprit que la vraie liberté venait avec des sacrifices irrémédiables. La tension culmina lors d'une fête universitaire, où Émilie et Sophie apparurent main dans la main pour la première fois publiquement. Les regards fusèrent, mélange de curiosité et de jugement. Un ancien collègue du docteur Moreau s'approcha, ivre, et lança des insultes homophobes. Sophie, impulsive, le gifla, déclenchant une bagarre chaotique. Émilie, horrifiée, intervint pour calmer les esprits, mais l'incident fit la une des réseaux sociaux, amplifiant la controverse.
Le doyen, furieux, convoqua Émilie, tu détruis tout ce que j'ai bâti. Elle riposta, non. Je répare ce que ta génération a ignoré. Cette dispute marqua une rupture définitive, Émilie choisit de quitter l'université familiale pour une autre faculté à Lyon, emmenant Sophie avec elle. Le déménagement fut un déchirement, adieu à Paris. À leurs souvenirs. Mais bonjour à une nouvelle vie loin des ombres du passé. À Lyon. Elles louèrent un appartement lumineux près du Rhône, où Sophie ouvrit un atelier. Émilie reprit ses études avec zèle. Mais les nuits étaient hantées par des regrets. Avait-elle trahi sa famille en partant? Sophie, sentant son tourment, la poussait à appeler. Mais Émilie résistait, craignant le rejet. Un jour, une lettre arriva, sa mère implorait une visite. Émilie, après une longue réflexion, accepta. Mais seule. Le voyage en train fut un calvaire introspectif, revivant les moments joyeux d'enfance contrastant avec les conflits récents. À l'arrivée, sa mère l'accueillit en larmes, avouant avoir prié pour son salut, mais réalisant maintenant que l'amour n'avait pas de forme prédéfinie. Elles parlèrent des heures, reconstruisant un pont fragile. Le père, absent, envoya un message laconique, « Prends soin de toi ». Ce fut un pas, mais insuffisant pour guérir. De retour à Lyon, Émilie confia tout à Sophie, qui réagit avec jalousie, « Et moi? Dans tout ça? Tu repars vers eux sans moi ?» La dispute escalada, révélant des insécurités enfouies. Sophie admit avoir flirté avec une autre artiste pendant leur séparation. Non par infidélité physique, mais émotionnelle. Émilie, blessée, se sentit trahie. « Comment as-tu pu ?» Sophie pleura, « J'avais peur de te perdre pour toujours. » Elles passèrent la nuit à discuter, pesant le pour et le contre de leur relation. Au matin, elles décidèrent de persévérer, mais avec des thérapies de couple pour naviguer les mines émotionnelles. Les mois suivants virent une évolution, Émilie devint activiste étudiante à Lyon, organisant des ateliers sur la santé LGBT. Sophie exposa une série sur l'amour résilie, inspirée de leur histoire. Mais les échos du passé ressurgissaient, le docteur Moreau porta plainte pour diffamation, forçant Émilie à témoigner au tribunal. Face à lui, elle exposa calmement les faits, gagnant le procès mais perdant un peu plus d'innocence. Le verdict fut une victoire, mais le stress la fit rechuter en asthme, rappelant le point de départ. Sophie la soigna avec tendresse, renforçant leur lien. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit, la mère d'Émilie tomba malade. Un cancer diagnostiqué soudainement. Émilie rentra à Paris. Sophie à ses côtés malgré les tensions familiales. Le doyen, vulnérable, accepta enfin Sophie, réalisant que la vie était trop courte pour les préjugés. Autour du lit d'hôpital, ils se réconcilièrent partiellement, avec des excuses murmurées et des promesses d'effort. La guérison de la mère fut lente, mais elle catalysa un changement. Le doyen réinstaura les formations inclusives et invita Émilie à revenir. Elle refusa poliment, choisissant son indépendance. De retour à Lyon, leur vie s'apaisa, mais les cicatrices restaient. Émilie questionnait constamment ses choix, avait-elle sacrifié trop pour la justice? Sophie, plus philosophe, voyait ça comme une croissance nécessaire. Leur amour,
forgé dans l'adversité, devint un témoignage vivant contre les discriminations. Avec le temps, Émilie et Sophie construisirent une routine stable à Lyon. Émilie excellait en médecine, se spécialisant en santé publique pour lutter contre les inégalités. Sophie gagna en renommée, ses œuvres exposées dans des galeries locales. Mais sous la surface, des fissures persistaient. Émilie recevait des nouvelles sporadiques de sa famille, sa mère allait mieux. Son père avait promu une collègue Open League. Ses updates ravivaient des regrets, la faisant douter de son exil auto-imposé. Une soir, lors d'un dîner romantique, Sophie posa la question fatidique, et si on se mariait? Pour officialiser, pour défier le monde. Émilie, surprise, hésita. Le mariage représentait l'ultime confrontation avec ses racines conservatrices. Elle accepta finalement. Mais l'annonce à sa famille déclencha une nouvelle vague de drama. Sa mère fut ravie. Son père silencieux. Ils organisèrent une petite cérémonie à Lyon, entourés d'amis progressistes. Pourtant, l'absence du père pesa lourd. Quelques semaines plus tard, il apparut à l'improviste, un bouquet à la main. Je suis venu m'excuser. J'ai été un idiot. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, il serra Sophie dans ses bras. Ce moment de rédemption sembla clore un chapitre. Mais la société extérieure restait hostile. Des articles critiques sur leur mariage circulaire, accusant Émilie d'hypocrisie. Elle ignora, se focalisant sur son travail. Mais une trahison finale vint d'une source inattendue, une ancienne amie d'université. Jalouse. Révéla des détails intimes sur leur relation à la presse tabloïde. L'exposition forcée brisa Émilie, la poussant à une dépression. Sophie la soutint, mais se sentit coupable d'avoir poussé pour le mariage public. Elles traversèrent cette épreuve en thérapie, apprenant à protéger leur bulle. Finalement, Émilie publia un essai sur son expérience, transformant la douleur en outil d'éducation. Le livre devint un best-seller modeste, inspirant d'autres. Sophie illustra la couverture, scellant leur partenariat créatif. Des années plus tard, elles adoptèrent une enfant, défiant les normes une fois de plus. Mais chaque choix rappelait les prix payés, amitié perdue, famille ébranlée, âme marquée. Leur histoire, riche en leçons, posait une question éternelle. Était-il juste de sacrifier des liens personnels pour une cause plus grande? Ou la vraie victoire résidait-elle dans l'équilibre précaire entre soi et les autres? Attends. Recalcul, les parties précédentes totalisent environ 3090. Cette partie étendue pour boucler. Pour précision. Étendons, après l'adoption. Des défis surgirent avec l'éducation de l'enfant dans un monde encore biaisé. Émilie luttait contre des préjugés scolaires. Sophie contre des critiques artistiques. Elles affrontèrent ensemble leur amour comme encre. Mais les réflexions intimes persistaient, chaque anniversaire rappelait le refus initial. Transformé en force. Finalement, Émilie revint à Paris pour une conférence. Réconciliée pleinement. La boucle se ferma. Mais la question demeurait. Avait-on raison de tout risquer pour l'authenticité? Le dénouement se cristallisa lors d'une conférence nationale sur les droits LGBT en santé, où Émilie fut invitée comme oratrice vedette. Devant un auditorium comble à la Sorbonne,
Elle raconta son histoire sans filtre, le refus médical, les licenciements, les ruptures familiales, les trahisons amicales et les reconstructions ardues. Sophie, dans le public, applaudit fièrement, leur fille adoptive à ses côtés. Le doyen, maintenant retraité, assista discrètement, un sourire timide aux lèvres. Son discours toucha les cœurs, déclenchant des débats animés. Mais en coulisses, Émilie confia à Sophie, « J'ai payé cher. Mais je ne regrette rien. » Leur vie, désormais sereine à Lyon, était un témoignage vivant. Pourtant, la fin n'était pas un happy end hollywoodien, des cicatrices émotionnelles persistaient. Des doutes occasionnels surgissaient. La question finale, posée implicitement dans son essai ultérieur, invitait à la réflexion, la justice sociale vaut-elle toujours le sacrifice personnel? Ou existe-t-il des limites morales à ne pas franchir?